La deuxième question, Deuxième Donc, partie. oui, deuxième partie. Vous avez parlé déjà de l'incompétence des urbanistes, des architectes d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous... c'est pas de l'incompétence, c'est structurel, je veux dire. C'est pas ils savent et ils veulent pas, c'est-à-dire ils ne savent pas. Justement, est-ce que vous Voilà, blâmez, vous C'est blâmez différent. ces architectes ou bien leur formation? La formation Les deux, d'aujourd'hui. les deux, les deux. Alors, moi, je considère que le métier d'architecte est aussi un métier autodidacte. Je veux dire, il y a le nombre de profs qui m'ont vraiment appris quelque chose, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Euh, et donc, un bon prof, c'est celui qui t'ouvre l'esprit pour te poser 3000 questions et essayer d'y répondre. C'est pas celui qui te donne les réponses, mais c'est celui qui te donne les questions qui est intéressant. Euh, et donc, c'est compliqué. L'école, elle est dissociée de la vie active. Euh, Quand tu choisis un chemin académique, tu n'as plus aucune relation avec la pratique du métier. Et quand tu choisis un chemin professionnel, tu n'as plus aucune relation avec l'université. Et ça explique tout et ça n'excuse rien, mais on peut comprendre qu'on soit dans la situation merdique dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'à l'université, ils sont obligés, enfin ils sont obligés, ils font un travail académique partant sur un certain nombre de références, de penseurs et de choses comme ça, qu'ils cuisinent à leur sauce. Et je pense que c'est encore en vigueur cette histoire je me rappelle quand on nous disait éclatez-vous à l'école parce que quand vous allez sortir, c'est un autre monde. Vous nous l'avez dit il y a 2 jours. Voilà. Vous nous l'avez dit la semaine passée. Ça, dans les années 80, on racontait des histoires comme ça. C'est pas possible. Vous formez des schizophrènes ou quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Et je crois que c'est encore le cas. C'est encore le cas. Et donc, il y a une espèce de dyslexie et de distorsion entre ce qu'on raconte à l'école et ce qui se passe dehors. Ce qu'on raconte à l'école, on considère que la réalité n'est pas éligible à être étudiée ni à être transformée, alors que nos métiers sont des métiers de transformation. C'est pas des métiers de... Il y a une part théorique, mais aussi une part pratique. Il faut pouvoir agir sur la société et interagir avec la société. Quand on zappe cette question-là, ou alors on considère que de toute façon, il n'y a rien à faire et que... Voilà, donc c'est assez compliqué. Anaya, je vois l'enseignement qui est fait en France. Attention, l'enseignement qui est fait en France, on ne leur raconte pas cette histoire de quand vous allez sortir dehors, c'est différent. C'est-à-dire, واش قالت في مسيد تسيبوا لبرا. Je vois l'enseignement qui est fait en Espagne, l'enseignement qui est fait au Portugal. Il n'y a pas cette dyslexie, il n'y a pas cette schizophrénie entre ce qui est raconté dans les écoles et ce qui est vécu dehors. Il y a certainement des niveaux de compréhension qui sont différents, parce qu'à l'école, on a un peu plus de liberté pour aller chercher des choses un peu sophistiquées et complexes, mais il n'y a pas cette coupure définitive entre le métier qu'on t'apprend à l'école et le métier que tu dois pratiquer. Et ça, c'est dramatique, ça n'existe... je ne sais pas si ça existe au Maroc ou en Tunisie, je ne pense pas. Je pense pas. De toute façon, eux, ils forment 10 fois moins d'architectes que nous. Ils ont un plus d'avance. Ils ont un peu plus d'avance. Ils n'ont jamais essayé d'inventer le métier d'architecte. Ils ont gardé le métier d'architecte tel qu'il était pratiqué par la France. Ils ont gardé l'ordre. Ils ont gardé toute cette grosse discipline et cette grosse machine qui s'appelle l'architecture. Et donc, ce n'est pas les mêmes conditions d'exercice. Mais il y a cette dyslexie entre ce qui se passe dans les écoles et ce qui se passe dehors est mortelle pour les écoles et mortelle pour les professionnels. Alors qu'il y a certainement des choses à apprendre de la réalité, il y a des choses à conceptualiser. Être universitaire, c'est être capable de conceptualiser. C'est pas trimballer des savoirs, c'est avoir la capacité de conceptualiser une situation, un sujet. Et la réalité doit être conceptualisée. Est-ce que vous ne sentez pas que le profil de l'étudiant en architecture a vraiment changé depuis? شوية. Alors, on n'avait même pas de prof d'archi. On n'avait pas les docteurs, on avait des profs qui sortaient en juillet pour enseigner en septembre. Donc, l'année d'avant, c'était quelqu'un que tu voyais tourner à dépôt. Donc, ils n'avaient pas cette prétention de vouloir t'apprendre quelque chose. Ça avait quelque chose de bon,
ça avait quelque chose de mauvais parce que je pense qu'il y a quand même un bout d'enseignement à apporter en architecture. Je veux dire, il y a un enseignement. Je ne crois pas beaucoup à cette histoire de liberté, de laisser les étudiants, la liberté de la création, le chacun l'ado. J'y crois pas beaucoup. Pour moi, il y a quand même un enseignement à apporter, un enseignement que tu peux après déconstruire ou remettre en cause ou la même. Mais je veux dire, il y a quand même des postulats de base qui vont te permettre de répondre aux questions d'architecture. Donc, je veux dire, quand tu vas chez Seriani ou là tu vas chez Alvaro Siza à Porto, il y a un enseignement. Après, libre à toi, ta capacité et ta force, c'est de dépasser l'enseignement qu'on t'a apporté. Mais quand je vois dans un atelier des projets qui vont du déconstructivisme au culturalisme, sans maîtrise aucune, ni des concepts, ni des formes, ni de la question de la forme, ni de la question de l'usage, sous couvert que l'étudiant doit s'exprimer, Anaya, ça me pose question. Je sais que beaucoup de gens ne partagent pas cette hkaya avec moi, mais j'ai vu des enseignements dans certaines écoles où les enseignements sont assez directifs. Il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas, des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Quand tu sors de là-bas, tu es formaté, mais rien ne t'empêche après de te déformater. Et donc, Hanaya, on fait tout à l'excès. C'est-à-dire que sous couvert de liberté, on n'enseigne plus. Sous couvert de liberté, on n'enseigne plus de vérité. Les vérités sont bonnes pour être dépassées. Et ce n'est pas parce qu'on n'enseigne pas de vérité que le gars il est plus libre. C'est comme la gestion de l'information. Quand il y en a 50 000, tu ne sais plus quoi en faire. Quand il y en a 3, tu arrives à les organiser, fabriquer quelque chose avec. Voilà, donc les enseignants sont... On ne peut pas dire qu'ils ne soient pas responsables. Je veux dire, il y a 20 ans, en Angola, mais aujourd'hui, 80% ou 90% des bâtiments publics sont dessinés par des architectes algériens agréés qui ont fait l'université algérienne. Je veux dire, ses confrères et ses consoeurs ont bien fait l'université et quelque part, si nous, aujourd'hui, on porte un regard critique sur leur production, ce regard critique s'étend aussi à la formation. Le prof n'est pas le seul responsable. Parce que quand tu es en train de dessiner, personne ne va te prendre la main et dessiner à ta place. Aujourd'hui, les informations sont accessibles. À l'époque, on se bagarrait pour un numéro d'AA en photocopie. On le bouffait des yeux quand tu l'avais entre les mains. Aujourd'hui, vous avez tout sur les réseaux. Donc, il y a de moins en moins d'excuses de dire je ne sais pas. Je veux dire, on peut tout savoir. Ce qu'il est demandé aux enseignants en Belek, c'est d'organiser la manière de traiter l'information, c'est d'avoir un regard critique sur l'architecture. Ne pas te raconter tout sur l'architecture, mais t'apprendre à poser un regard critique. Parce qu'aujourd'hui, tu tapes CISA, tu as tous ces travaux, tu tapes Rondo, tu as tous ces travaux, tu tapes même des mots compliqués théoriques, tu as 50 références. Le problème, c'est comment organiser toutes ces informations qui sont à portée de main pour fabriquer un corpus. Mais ce qui est sûr, c'est que la qualité architecturale, les architectes en sont responsables, et encore, je fais la différence entre ce que se dessine l'architecte et ce qui réalise l'entreprise, parce qu'on n'a pas encore la même mise sur tout le processus. Parfois, il y a des projets qui sont dessinés correctement, mais ça tombe sur des maîtres d'ouvrage de merde, des entreprises de merde qui te déforment tout le projet. Tu n'as pas la force de combattre ni la maître d'ouvrage ni l'entreprise. Anaya, j'allais dire, je juge les architectes sur ce qu'ils produisent comme architecture. Après, comment c'est réalisé? S'ils arrivent à réaliser même 70% de ce qu'ils font, c'est toujours ça de gagner. Je ne les plains pas sur ce qu'ils ne maîtrisent pas à 100%. J'ai vécu des expériences malheureuses avec des entreprises de merde, des maîtres d'ouvrage de merde. Mais soit tu vas en justice, soit tu te dis, bon, on essaiera mieux la prochaine fois. Mais je veux dire, on peut quand même juger les architectes sur ce qu'ils produisent pendant les concours. Bon, voilà. Et si aujourd'hui, il y a un chercheur à l'université qui fait le tour de 10 ans, 15 ans d'architecture, de production de bâtiments publics, tu prends la DLEP Tizi Ouzou, là tu prends la DEP de Bdjaya, là tu prends la DEP d'Alger,
وتقولوا لهم اعطوني sur 10 ans les 50, 60, 80, 100 ou 1000 concours et qu'ils les épluchent, je suis sûr qu'il y a des enseignements à en tirer. Je veux dire, on a une radioscopie assez précise de la production et qu'on pourra situer entre la responsabilité des acteurs et la responsabilité des enseignants. Mais aujourd'hui, Djermoul qui est enseignant à Blida, un bon enseignant. Voilà. On ne peut pas ne pas sans dire que la responsabilité de l'université est engagée dans la production. Est-ce que ce ne serait pas la responsabilité de l'étudiant lui-même? Parce qu'on en parle toujours. On dit que Bekri, un étudiant en architecture, dès qu'il dit son premier mot, on sent que c'est un étudiant en architecture. Déjà, physiquement, on sent que c'est un étudiant en architecture. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une standardisation, une nationalisation. Et c'est vrai que c'est un métier autodidacte, c'est-à-dire que, on va dire, au moins 50% de la formation, c'est toi qui l'as construit. Mais après, quel est le niveau de responsabilisation des étudiants? Je pense que on peut même aller jusqu'aux parents qui portent une responsabilité. À quel moment les parents considèrent que leurs enfants sont adultes? C'est assez compliqué aussi. Je veux dire, il y a ça aussi qui a changé avec le temps. Aujourd'hui, il y a des parents qui vont s'inquiéter des notes de leur gamin à l'université. Je veux dire, c'est quelque chose d'impensable. C'est pas le cas. Hein? Non, c'est pas le cas. C'est incroyable. On voit des parents à la fin. Les parents qui ont mon âge, qui vont s'emmerder à discuter des notes avec un prof de module de merde. C'est pas normal, je veux dire. Il y a cette déresponsabilisation générale. On a l'impression que tout le monde se déresponsabilise pour des milliards de raisons que tout le monde trouve logiques. En même temps, c'est toujours le même problème. Quand au bout, il n'y a pas une exigence de qualité, il n'y a pas une exigence de performance, les choses ne peuvent pas s'installer dans la rigueur par elles-mêmes. Si demain, quand tu es mauvais architecte, tu n'as pas de boulot, tu crèves la dalle. Tu n'as pas d'autre solution, tu quittes ce métier. Quand tu es mauvais entrepreneur, tricheur, qui ne fait pas des choses bien, au bout du deuxième chantier, tu es blacklisté, quand pour faire un concours, il faut dessiner de l'architecture, sinon il n'y a rien, tu es éliminé, on ne regarde même pas ce que tu as fait. S'il n'y a pas ce niveau d'exigence au bout, il n'y a pas de raison pour que la qualité suive. Chez nous, la qualité, elle est accidentelle. Alors que dans d'autres pays, c'est la merde qui est accidentelle. La qualité, elle est accidentelle. Il faut trouver un maître d'ouvrage qui a envie d'avoir un beau bâtiment. Il faut trouver un architecte qui a envie de dessiner un beau bâtiment. Et il faut trouver un entrepreneur qui se dit, putain, ce bâtiment, il est sympa, il faut qu'on le fasse du mieux qu'on peut. Et pour réunir les trois à un dos, ça arrive une fois tous les 50 projets, je veux dire, ou les 100 projets. C'est dramatique de dire les choses, mais c'est comme ça. Ah là, on n'a pas de souci quand on bosse avec les Suisses ou avec les Allemands. Tout se passe pour le mieux, parce que le niveau de la performance, le niveau de la qualité, il est tellement à ce niveau-là que sur le... C'est ce qui est arrivé. Tu ne peux pas merder. Quand on a eu une bibliothèque sur les hauteurs de Télémli avec le Mondrian, c'est ce qui s'est passé. C'était le cas de l'Algérie. Il y avait une certaine Algérie où il y avait un petit bout de liberté qui circulait. Il y avait encore des gens qui décidaient et qui avaient de l'ambition. Le maire. C'était le maire. C'est ça. À l'époque, il y avait encore un maire qui se donnait, d'ailleurs il est ministre maintenant, qui avait une ambition. Je suis maire, je transforme le territoire de ma commune et je décide. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de maires qui décident. Il n'y a plus personne qui décide à tous les niveaux. Et donc, ces bâtiments-là ont existé essentiellement de la rencontre d'un architecte et d'un maître d'ouvrage, d'un maire. Les entreprises, il y a eu ce qu'il y a eu. Les gens n'aiment pas beaucoup travailler avec les mairies parce qu'ils ne payent pas, parce que ce matin, Mais c'est essentiellement la rencontre entre M. Taïeb Zetouni et M. Mohamed Albi, architecte. Et qu'on a décidé qu'on allait faire quelque chose et qu'il m'a fait confiance. Je ne sais pas s'il m'a fait confiance ou s'il avait peur ou je ne sais pas quoi. Non, je pense qu'il m'a fait confiance. J'étais déjà lauréat du prix national d'architecture 2 fois. Et donc il a dû se dire... Il y a pas de question qui se pose. Il a dû se dire, si demain un juge me demande pourquoi tu lui as donné du boulot, il a le prix national. Il a 2 fois le prix national d'architecture. Et en plus,
pour les honoraires minables qu'il y avait derrière les projets de gré à gré. Donc, voilà, il devait s'être arrangé pour avoir toutes les garanties possibles pour pas qu'on l'emmerde. Mais un projet d'architecture, ça reste quand même la rencontre d'un architecte avec un maître d'ouvrage. D'où la grande question sur cette histoire de concours d'architecture. Est-ce que c'est la solution tout le temps? C'est pas sûr. Non. Est-ce qu'il faut l'enlever? C'est pas sûr. Ok. Voilà, c'est-à-dire que parfois, quand un maître d'ouvrage est assez responsable et qu'il pense qu'un architecte est assez responsable et capable de faire un projet, je pense que pour un certain type de projet, il n'y a pas à s'encombrer de... Comment passer par un... Eh non, c'est assez compliqué. D'autant plus, maintenant, en 2021, on a fait 31 concours, on les a tous perdus, je veux dire. Bah, c'est eux qui ont perdu. Ben, c'est gentil, mais je veux dire, la question, elle est là. Je veux dire, encore une fois, on utilise des méthodes qui sont censées multiplier la qualité par 3. Et quand ça arrive chez nous, comment on les utilise? Comme il n'y a pas toujours pas de transparence, on ne sait pas comment sont faits les cahiers de charges, on ne sait pas comment sont jugés les projets, tu ne sais pas qui c'est qui te juge, sur quels critères. Et donc, c'est des procédures qui sont censées créer la qualité. Finalement, ça devient des processus de fabrication de mauvais projets. Je pense, sans vouloir me tromper, que 90% des projets qui sont choisis sur concours sont mauvais. Parce que ce n'est pas des architectes sur le final. Ben, les Belges, 90% sont mauvais, je mettrai ma main au feu. Je laisse 10% pour ne pas être attaqué. Diffamation par un quelconque maître d'ouvrage. Je vais lui dire, je ne vais pas parler de toi. Dans les 10%. Tu es dans les 10%. Avec les pays du 87 bis. Donc il faut faire attention. Mais c'est quand même pas normal qu'on mette toutes ces conditions pour sortir un cahier de charge de concours, pour choisir un projet, où je mène les commissions, où je mène les notations, où je mène... Pour qu'à l'arrivée, on tombe sur des bâtiments qui ne sont pas très intéressants. Mais qui sont, au niveau de la procédure, impeccables. On a coché toutes les cases de la procédure, sauf celle de la qualité. Parmi les 31 projets, il y a le lycée linéaire. Madame? Il y a le lycée linéaire. Je ne sais pas, on en a fait un à Tizi, on en a fait un à Médéa, on en a fait... J'ai adoré celui-là. On en a fait un à Annaba, on en a fait quelques-uns. Et souvent, on en a fait avec des anciens de l'agence qui voulaient participer à des concours. Mais comme ils n'étaient pas éligibles, parce qu'ils n'avaient pas ni le chiffre d'affaires, ni le nombre d'employés, ni le traceur, ni les 3 voitures, ni. Donc la politique TAI, c'est de leur mettre à disposition les références de l'agence. De leur dire, allez, faites le concours, on le fait ensemble. Sur le volet administratif, tiens, les références. Tiens. Sur le volet architectural, on travaille ensemble. Après, on trouve un moyen de comment est-ce qu'on va bricoler les honoraires. Ça permet à ces architectes qui ont donné quand même de leur temps et de leur santé à l'agence de voler de leurs propres ailes. Mais même Hagda, on n'a rien eu. Sur Médéa, on se fait avoir par un bureau d'études de Wilaya qui a pondu une merde. Sur Annaba, la même chose. On a participé à de chouettes concours d'architecture de piscine municipale à Guelma, on n'a rien eu. Voilà. Parfois, s'il n'y a pas d'arc, s'il n'y a pas de tuile verte. Tu comprends même plus. Allez, si au moins le projet retenu, tu te dis, ah oui, il fallait mettre des arcs et des tuiles vertes. Si au moins tu avais après. Non. C'était aussi simple. Si au moins c'était aussi simple. Regarde, tu fais pas ta part, là. Tu fais autre chose ou là tu fais plus. Non, après, d'abord, tu ne sais même pas qui est retenu. Il n'y a pas de recours possible. Il y a des recours sur tout, sauf sur l'architecture. Encore une fois, ce qui existe comme règle qui permet l'autonomie de l'architecte et de l'architecture à l'étranger, quand ils disent le jury est souverain. Le jury est souverain là-bas, c'est pour pas que le politique se mêle, pour pas que Chirac leur dise le bâtiment t'a ébranlé, j'aime pas. Il y a un jury d'architecture qui est souverain. La règle, le jury est souverain, ça veut dire que tu n'as plus le droit de discuter l'architecture. Voilà. Et quand tu retires un cahier de charge et que tu signes sur le cahier de charge, ça veut dire que tu acceptes les règles, ça veut dire que demain, tu ne veux pas contester le choix du jury. Même pas savoir les critères. Voilà. Donc, ce qui est dramatique, et c'est propre à l'Algérie,
c'est qu'il y a des règles qui sont universelles et qui produisent la qualité partout dans le monde. Quand ça arrive chez nous, ça devient des vecteurs de médiocrité absolue et définitive. Quand on parle d'architecture avec des mots d'architecture, là, on ne parle plus par exemple de parcours, on parle de circulation, de circuit. On ne parle plus d'entité, on parle de bloc. C'est ça, bloc, cellule, voilà. Parce qu'on vous en dit. Voilà, elle nous a dit soignez votre langage. Soignez votre langage. Voilà. Engagez votre profil. Ouais. Après, il y a un projet dont je voudrais vous parler. On a un peu trouvé votre commentaire sur Facebook l'autre jour. C'est un projet fait pour l'État. C'est de l'ADL, avec un cahier de charge de l'État. C'était à Médéa, où je me souviens. Là où on montrait l'effet de la neige. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, c'est quoi ça? Vous aviez commenté que ça devrait être prix national d'architecture. Ah, Médéa, un logement en pierre. Voilà. Oui. Alors, pourquoi j'ai mis ça comme ça? Awaden, parce que l'architecture, ça ne doit pas être uniquement l'architecture des équipements où on met beaucoup de pognon. Mais ça doit être l'architecture des bâtiments, il n'y a pas beaucoup d'argent. Une école primaire, un lycée, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ou du moins, avant, il n'y avait pas beaucoup. Je ne sais pas maintenant quels sont les budgets. Maintenant, le logement social, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, quand il y a de l'architecture sur des sujets où il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est que l'architecte, il a fait 100% de son boulot. Et le prix national d'architecture devrait récompenser les efforts surhumains de faire beaucoup avec rien. C'est ça qu'il doit récompenser. Maintenant, récompenser un bâtiment où les gars, ils ont mis 300 000 balles du mètre carré, pour peu que ça tombe sur un architecte pas trop con, on y arrive. Tu vois, c'est pas... alors que le prix national d'architecture, doit récompenser des projets publics, parce que c'est une garantie pour l'argent public. C'est une manière de dire aux citoyens, l'argent public, voilà, oui, alors. L'argent public, voilà, oui, alors. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'un prix national d'architecture qui récompense des projets privés, aussi qualitatifs soient-ils, dans ma tête, ça n'a pas beaucoup de sens. Cette année, théoriquement, ils ont récompensé le projet qu'on a fait pour Skikda, le village touristique de Skikda. C'est vrai que c'est un projet public, mais c'est un fonds d'investissement algéro-saoudien. Est-ce que c'est seulement la question de l'architecture qui doit être récompensée? Pour moi, je pense que non. Il y a la question de l'architecture, mais il y a la question des combats qui sont autour de l'architecture. C'est-à-dire que le gars qui s'est fait chier à dessiner du logement social à Médéa, qui a dû se bagarrer pour imposer de la pierre, qui a dû se faire chier pour suivre le chantier, et que tout le monde attendait qu'il se casse la gueule au tournant, parce que c'est bien plus facile de poser 3 poteaux, 4 briques de merde et des persiennes de... Tu vois ce que je veux dire? On lui a rien demandé. Personne ne lui a demandé de se faire chier à faire des choses aussi compliquées dans un pays où il n'y a plus de maîtrise d'ouvrage, plus d'entreprise, plus de main-d'œuvre. Et c'est pour ça que je me dis, c'est cette qualité d'architecte à la limite. Je ne parle même pas de l'architecture, mais c'est cette qualité d'architecte qu'on devrait récompenser. Parce que le type, j'allais dire, il les a mis sur la table, quoi. Tu vois. C'est pour ça que tout de suite, j'ai dit, ce projet-là, il doit... Si je devais céder mon prix d'architecture, je le lui donne, mais vraiment sans réfléchir. Parce que faire ce qu'il a fait dans les conditions actuelles, la production architecturale fait de le bled, c'est-à-dire il faut vraiment avoir envie. C'est pour ça qu'on a eu un prix Pritzker au Kenya. Oui et non. L'histoire du Pritzker pour, je ne sais pas comment il s'appelle, Hadek, ça aussi c'est autre chose, ça fait partie de la frugalité ambiante. Je connais là? J'ai oublié le nom, mais c'est un projet qui paraît assez modeste. Je ne sais pas, Hadek l'Ivoirien ou là, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas l'architecte. Je ne me rappelle pas du nom, ni de nationalité, ni du... Le Pritzker, c'est devenu un prix politique. Et donc. Qui m'a Et voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, ce que ça récompensait il y a 10 ans, c'est plus dans les mêmes, optiques. Donc, voilà, c'est-à-dire, c'est quand même bizarre que ce prix-là n'ait pas récompensé. Je ne sais pas s'il a récompensé Alvaro Siza. Si, j'espère qu'il a récompensé Alvaro Siza. Ou Sauto de Moura, je crois qu'il les a récompensés, donc je leur pardonne.
Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit que ce projet de Médéa, aussi modeste soit-il, quand on sait ce qu'il y a derrière, ben là que je me trompe, c'est rare que je me trompe. Quand on sait ce qu'il y a derrière comme bagarre pour sortir ce merdier, c'est ça qu'il faut récompenser. Mais sinon, si tu es maître d'ouvrage sur ton propre projet, que tu as la banque qui te finance et que tu appelles un architecte qui ne fait pas trop de conneries pour sortir un bâtiment correct, il y a tellement peu de bâtiments corrects que si tu le proposes au prix, il passe. C'est pas comme si on avait 50 bâtiments corrects par an. En fait, le Bled Hadid, tu en as un tous les 3 ans. Et donc, voilà. Donc, je me dis que, voilà. C'est comme si on devait donner un prix à la grande mosquée d'Alger, tu vois. Ça n'a pas de sens de donner un prix national d'architecture à la grande mosquée d'Alger qui a coûté 1,5 milliard $, qui Difficile est de faire de la dessinée merde. par des Allemands et construite par des Chinois. Je veux dire, tu récompenses quoi au juste? Ouais. Tu récompenses le type qui a signé le chèque. Tu récompenses quoi au juste? Exactement. Tu vois, voilà, donc c'est pour ça que j'ai remarqué ce projet-là. Je pensais que c'était un vieux projet parce qu'il y a très longtemps, en même temps que j'avais eu le prix, je crois qu'on avait récompensé encore un projet de logement à Médéa. Est-ce que c'est le même? Je ne sais pas. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait récompensé un projet de logements sociaux fait en pierre, fait Benchika au Fimdia. Est-ce que c'est le même projet? Est-ce que c'est le même architecte? Est-ce que c'est un autre projet? Mais j'avais remarqué que ce projet-là sortait du lot et qu'il méritait enfin qu'on récompense un bâtiment qui coûte pas cher, qui n'a pas coûté cher et qui revienne à des citoyens normaux, quoi. Pas une institution, pas une banque, pas... Si monsieur l'architecte de ce projet passe par là, monsieur l'Abdel Marhoum vous cède son prix Là, je symboliquement. lui cède mon prix. Symboliquement, voilà. Si c'est pas passible de l'article 87 bis, je lui cède mon prix. Je lui cède mon prix. Wallah al-azim. Ouais. Et d'ailleurs, s'il nous écoute et si un jour il peut se manifester, si je ne me suis pas planté de projet ni de situation, j'aimerais bien le rencontrer. En tous les cas, vous lui transmettrez mes Ah bah c'est félicitations. bon, le rendez-vous. On a une idée. Alors, Voilà, le bien, on se allait. Ouais. ça va le faire.